Le festival Les Détours de Babel présente Détourama, le plateau radio du brunch musical qui s'est tenu au Fort Barreau. Exactement. C'était le dimanche 6 avril 2025 et niveau ambiance pour cette journée, on était sur quelque chose un peu comme ça. On va apprécier. Un endroit très agréable. On a une vue magnifique sur les Belledonnes enneigées, les neiges éternelles des Belledonnes, et que c'est le plus beau massif de l'Isère. Bon, après, on peut envenimer, d'Europe, du monde. Plein de vibrations. C'est le festival des musiques du monde. C'est pas la première fois que je viens, donc je suis jamais déçu et je suis très ouvert aux nouvelles expérimentations musicales. Les intervalles entre les concerts vous permettent de pouvoir enchaîner les concerts. Salle-Vauban, il y a 2 spectacles. L'organisation, Après, c'est vraiment super. il y a 2 concerts le matin et 2 l'après-midi sous les chapiteaux. Profitez bien de votre journée. Merci beaucoup pour les artistes. C'est parti! Ce jour-là, c'était donc la première de Détourama. Pour ce plateau radio tenu dans la chapelle du Fort Barreau, la recette est simple. Les artistes programmés lors de la journée sont interviewés par moi-même, Rémi Ansel Salas, et tout ça, bien sûr, devant un public tout oui. Pour cet épisode de Détourama, voici Séverine Morfin et Malik Ziad. Allez, Détourama, c'est juste là maintenant. Ce jour-là, dans la salle Vauban du Fort Barreau, Séverine Morfin et Malik Ziad ont proposé un répertoire inédit, où alto, mandol et gambri font naître une musique intemporelle et puissante. Rendez-vous dans la chapelle du Fort Barreau avec Séverine et Malik, entre leurs 2 concerts de la journée. Plutôt que vous vous présentiez chacune, est-ce qu'il serait possible que Malik, tu présentes Séverine, et que Séverine, toi, tu présentes Malik ? Alors, difficile de présenter Séverine, je la connais pas assez. Non, je peux... On s'est rencontrés hier, Ouais, dans le train. Mais de toute façon, dans ce milieu, c'est que des rencontres. Après, on apprend à se connaître à travers la musique et un petit peu, on se comprend humainement. D'abord, c'est vrai qu'il y a un côté musical qui nous intéresse, mais après, on finit par devenir amis ou pas, parce que je connais plein de musiciens qui n'arrivent pas à créer un lien d'amitié. Mais en tout cas, Séverine, je la présente comme une amie avant tout, une amie et une super musicienne parce que on a accompagné un artiste, Pierce Faccini, lors de son dernier album. Et Séverine en faisait partie. Et pendant 2 ans, on a tourné non-stop, donc ça crée quand même des liens assez forts. Et après ça, c'est sous l'initiative de Séverine qui a voulu que ce projet naisse. Je te laisse en parler. Moi, j'ai rencontré Malik sur cette tournée, on s'est rencontrés. Et effectivement, je dirais que Malik est un des... J'ai le droit de le dire. Je pense un des plus grands joueurs de mandol du monde. Voilà. Si, j'ai le droit de le dire. Moi, j'ai le droit de le dire, voilà. Pour moi, c'est vraiment un monde musical qui s'est ouvert pour moi. Malik a une vision de la musique. Il est virtuose, mais les grands virtuoses, ce sont ceux qui ont cette philosophie. Et Malik, il a une philosophie de la musique, donc j'apprends beaucoup à son contact. Et je pense qu'on échange comme... il m'a dit, tu te souviens pas, mais tu m'as dit, je pense qu'on se connaissait d'avant. Tu m'as dit, je pense qu'on s'est déjà rencontrés dans une autre vie. Bon, alors moi, je dis, ok. On s'est tout de suite connecté avec nos instruments, qui sont des instruments à cordes. Lui, il a vraiment toute cette grande dimension rythmique, cette oreille avec tous ces modes à inspirer. Mais bon, j'ai pas envie, moi, de parler à sa place du shahabi algérois et de la musique gnawa. C'est assez plaisant. Que tu fasses le boulot. Ça flatte. Et donc, je pense qu'on a en commun l'endroit de la recherche sonore. Malik qui joue le gambri, un instrument sacré, qui l'emmène sur de nouveaux terrains. Et moi, j'ai mon instrument, cet alto, qui est chargé d'histoire et que j'emmène, que je sors un peu mon alto, quoi, parce que, dis donc, faut le sortir. Donc voilà. Donc je l'emmène à la rencontre d'autres cultures musicales et ça fait bien du
du bien. Je dirais qu'on a ça en commun, cette recherche du son, recherche des... Sorte d'exploration. Voilà, c'est une exploration et je pense que le projet, même si on enregistre, on est en train de faire le disque, mais je pense que dans un an, il ne ressemble... Enfin, je pense que ça va vraiment continuer d'évoluer. On a 1 an de répertoire, ça fait 1 an qu'on le tourne et je pense ça va continuer à évoluer. On a l'impression qu'il gagne un peu en maturité. Voilà, de toute façon, tous ces projets, on se dit toujours, on aurait dû enregistrer après 2 ans de tournée. C'est le moment où on doit enregistrer un disque. Et ça tombe bien pour nous parce que nous, on fait quelques dates. Là, on se rôde un peu et en ayant aussi l'avis de public qui est très enrichissant. Et peut-être viendra le moment où on sortira ce disque. Oui, normalement. Le moment voulu, peut-être. Ouais. Est-ce qu'il y a une sortie qui est prévue, qui est déjà calée ou non? On s'est dit à l'automne, mais c'est avec le label de ma compagnie, avec Garden Records, et je pense qu'on va se laisser on verra le temps le moment opportun. Il faut dire aussi qu'on a eu la chance d'enregistrer cette partie du disque à l'abbaye du Royaumont. L'abbaye du Royaumont. On a été lauréat avec le duo de l'abbaye du Royaumont dans l'Oise, et donc on a été accueillis, on a pu travailler pendant 1 semaine avec notre ingé son. Donc voilà, dans ce lieu assez magique. Le souvenir de votre première improvisation, c'était où? C'était quand? Comment c'était? Dans la chapelle. Oui, dans la chapelle. On a été accueillis par Ségolène Alex, la directrice du festival Jazz Zèbre, donc à Perpignan. Et Ségolène avait eu la très très bonne idée de nous accueillir en résidence dans une chapelle du XIIIe siècle, XIIe siècle. Et donc on s'est retrouvés pendant 1 semaine à écrire. On a écrit le 3/4, enfin quasiment l'intégralité du répertoire là-bas, dans cette chapelle, où Malik fait à manger. C'est bien. Parce qu'il a eu 10 000 vies avant, dont celle de cuisinier. Donc Malik faisait à manger et on... On a plus mangé que joué. Ça, t'es pas obligé de le dire. En tout cas, on a composé notre répertoire dans cette chapelle. Donc, évidemment, oui, c'est vrai qu'il y a une espèce de balancement quand même et un rapport, comme le disait Malik, entre le profane et le sacré, qui est un peu inhérent à l'histoire de nos instruments, de toute façon, mais qu'on porte de manière assez légère, tout en étant, en tout cas pour ma part, assez conscient de ce que ça représente et ce que ça symbolise. Je sais très bien que sur scène, nos 2 présences, hommes, femmes, algériens, français, algériens, enfin, voilà, on sait très bien ce qu'on porte et on essaye de revenir à une espèce de décence que permet la musique et qui me semble d'autant plus essentielle aujourd'hui. Voilà. Et ça, on le sait, mais je pense qu'on n'a même pas besoin de le dire quand on est en concert. Au départ, je m'étais posé la question de savoir est-ce qu'il faut... Mais en fait, non, je pense que la musique parle d'elle-même. La manière dont c'est construit, notre rapport voilà, quand l'alto prend le relais du gambri à la basse, je pense que beaucoup de choses se disent et c'est bien ainsi, je pense. Pour celles et ceux qui ne pourront pas vous voir cet après-midi, puisque je crois que c'est complet à nouveau, et pour celles et ceux qui ne vous ont pas vu ce matin, pour définir la musique que vous proposez tous les deux, qu'est-ce qu'on met comme mot là-dessus? Pour moi, c'est une musique, elle doit d'abord se faire avec le cœur, en fait, qu'elle soit authentique. La moitié des morceaux ont été composés par Malik, l'autre moitié par moi. J'ai vraiment écrit pour son gambri, son mandole, et c'est dans l'écriture. C'est pour ça que ce matin, j'avais pas très envie de dire qui avait écrit quoi, parce que je pense qu'il y a certains morceaux où les gens ne pourront pas forcément deviner, parce qu'il y a vraiment une écriture qui est mêlée. C'est à la rencontre de tout un langage à la fois contemporain, avec des métriques qui sont assez complexes, mais qui ne le paraissent pas du tout et qui mettent du rebond. C'est ma vision du rythme à mon endroit. Et Malik, sur tes compositions,
composition, j'ai l'impression que tu as laissé une grande place au timbre, à une variété très contemporaine de timbres. Mais je l'espère que tout cela est fait par petites touches qui fait que... C'était drôle d'ailleurs, parce que Véronique, tout à l'heure, elle disait que ça lui rappelait le Maroc. Moi, j'ai jamais eu la chance d'aller au Maroc. Pour moi, c'est très lié aussi à mon langage contemporain, et pourtant, ça se rencontre. C'est ce que je disais, je pense qu'on se connaît d'avant. Oui, et c'est vrai que moi, cette notion qu'on a au pays du sacré, moi j'ai envie de la désacraliser un petit peu, cette musique, et qu'elle soit accès à tout le monde. Moi, je suis pour l'ouverture, voilà, c'est vraiment important pour moi qu'on ne dise pas le Guimbri, c'est juste pour la musique Gnawa ou juste pour telle musique, le Chabi. Il y a tellement de rencontres dans ma conception. Jouer du Guimbri avec de l'alto, c'est inconcevable, mais voilà, le résultat est là, c'est tout. C'est juste oser un peu de le faire. Voilà, le sacré, il faut qu'il prenne une autre dimension. Parce que je connais malheureusement beaucoup d'artistes au pays qui disent « Ah non, tu peux pas faire ça. Le Chabi, c'est avec tel instrument et tel. » Mais pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Qu'est-ce qu'il y a de sacré ? Moi, c'est ma vision des choses. Et après... Avant de vous laisser partir pour aller vous préparer pour le second concert, est-ce que vous avez comme ça un souvenir musical ou un souvenir sonore qui vous ramène à l'enfance ou à la jeunesse de manière générale ? De gens qu'on a entendus, tu veux dire de concerts ? Ouais, de gens que tu as entendus, ou alors un morceau que tu as pu écouter avec quelqu'un, un morceau qui pourrait vous ramener à une personne, à un événement, à un endroit. Je me souviens, je vivais à l'époque à Alger. Et c'était des musiciens qui jouaient, je ne connaissais pas le nom du groupe, mais ils jouaient le boléro de Ravel. C'est bien plus tard que j'ai compris l'histoire de cette musique et tout. Et moi, j'étais sûr que c'était de la musique algérienne, parce que ça y ressemble, et avec des sonorités et tout. Et j'ai dit une fois à ma mère, pourquoi on ne réécoute pas ce morceau ? Pourquoi on ne l'écoute pas à la radio ? Pourquoi il ne passe pas souvent, on ne le voit pas dans... Elle m'a dit, mais c'est un morceau classique. Commençait à m'expliquer qui était ce compositeur et tout. Bon, je l'avais retenu à moitié, mais voilà, c'était juste cette anecdote quand j'écoute maintenant le boléro de Ravel, ça évoque une enfance, voilà, très qui posait de questions dans ma future vie de musicien. Et t'avais quel âge à peu près à cette époque-là ? J'avais 8-9 ans peut-être. En tout cas, voilà, c'est très puissant parce qu'on retrouve un rythme très envoûtant qui nous fait rappeler les ternaires du Maghreb. Et bien sûr, parfois, de ce mode qui est très proche à un mode qu'on appelle Armel Maya. C'est un mode qui commence par un phrygien, non ? Comment vous le nommez en musique classique ? Je ne sais pas. Ce mode. Non ? En tout cas, okay. nous on les nomme ces modes, et ça me fait rappeler un mode qu'on retrouve dans la musique Chabi, qui veut dire populaire. Très accessible pour nous et qu'on pourrait presque reprendre avec une rythmique Chabi et qui collerait super bien. Et pour toi, Séverine, t'aurais un souvenir là précis, non. Mais après, j'ai des moments... là, ce qui me vient, le rapport au son et l'émotion. Et peut-être j'ai eu la chance, quand j'étais ado, de travailler avec l'alto solo du Bolchoï, qui était cette Igor Bogouslavski à l'époque. J'ai le souvenir du son d'Igor et qui pleurait en cours. Voilà. Donc, j'ai des... Là, quand
comme on parle beaucoup de notre rapport à l'émotion, et voilà, peut-être ce souvenir-là, le fait que moi j'ai toujours improvisé, sachant que je ne savais pas que c'était de l'impro, et puis le rapport à la danse aussi, je pense qu'on a ça aussi en commun. Et nos discussions, nos nombreuses discussions sur tout ce qui est la transe, là où nous emmène le son, les états de conscience modifiés qu'on retrouve, je pense, chacun, et qu'en fait qu'on a appréhendé chacun avec notre parcours très spécifique, mais que quand on s'en parle, on voit très bien de quoi il s'agit. Et donc ça, je pense que c'est effectivement des processus qu'on a depuis qu'on est peut-être tout petit et par des biais différents. Séverine, Malik, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et puis merci au petit public qui était là. Merci à vous. Merci. Merci. C'était Détourama avec Séverine Morfin et Malik Ziad au micro de Rémi Ansel Salas. Dans cet épisode, vous avez écouté des extraits des morceaux Raphaël, Lisière, Paroles de Sage et Vortex. L'album paraîtra fin 2025 sur le label Garden Records et les dates de concerts à venir sont annoncées sur le site severinemorfin.com. Avant d'aller les voir en concert, vous pouvez bien sûr les retrouver sur le web et les réseaux sociaux. Cet épisode a été enregistré en avril 2025, mais surtout en public, lors d'un brunch musical au Fort Barreau. Sur le générique d'intro de l'émission, Adios Morena, un titre de Rio Mira, remixé par Nicolas Cruz. Merci au festival Les Détours de Babel et rendez-vous en 2026 pour la prochaine édition.